Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans cette émission Vox Hebdo. Tension entre le Nigeria et les USA, opération de salubrité de la DGFE à Pointe-Noire, interdiction d'importer les motos et les machettes sont les sujets au cœur de débat. Brunel Ndongo Kanga, journaliste à DRTV, Albert Nyanzukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Clavis Kiba, promoteur du journal Events, sont avec moi sur ce plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je vous invite à suivre ce reportage pour aborder notre premier sujet. J'envisage beaucoup de choses. Il tue un nombre record de chrétiens au Nigeria. Et il y a d'autres pays très mauvais. Vous le savez, cette partie du monde, très mauvaise. Il tue les chrétiens et il les tue en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser passer ça. Cette intention d'ingérence américaine, en gros, c'est oui pour une coopération antiterroriste. Comment le Nigeria pourrait-il refuser? Mais non pour une intervention étrangère, tout simplement. Le président Tinubu l'a redit ce week-end, son pays ne tolérera aucune violation de son espace souverain, je cite, dans le texte. Et le message a été clairement reçu au département d'État. Mais dans les coulisses, ici, y compris au Congrès, Washington tente de calmer le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment au travers de cette commission bipartisane de la Chambre de représentants. Ni le Pentagone ni le département d'État ne confirment de plan militaire à ce stade, en tout cas rien d'acté. Et c'est ça qui est important dans le fond. Même si la déclaration de Donald Trump fait que personne ne sera surpris désormais de voir brûler quelques camps djihadistes dans la région dans les prochains jours, pour les États-Unis, quelques drones Predator et des missiles Hellfire ne pèsent pas très lourd dans l'assiette budgétaire du Pentagone. Mais attention, là aussi, le face-à-face révèle une tension un peu plus large. Les États-Unis redécouvrent leurs limites, dans le fond, sur le continent africain en ce moment. Bien, nous avons vu, les États-Unis sont prêts à intervenir militairement au Nigeria pour préserver la vie des chrétiens qui sont persécutés, selon les Américains. Albert, est-ce les menaces des États-Unis doivent être prises vraiment au sérieux? Oui, quand même, c'est la première puissance du monde, donc aussi bien économiquement que militairement, et ce qu'il dit, même s'il ne le fait pas, entraîne quand même une mise à jour de la part de ceux qui l'ont entendu. Donc c'est possible que cette menace-là soit mise à exécution. Mais ici, comme l'a rappelé le confrère Mathieu Mabin tout à l'heure, il s'agit moins d'aller frapper le Nigeria que d'agiter simplement la menace d'intervenir, voilà, de frapper. Comme ça, donc les gens, sinon, à bien regarder les choses, les États-Unis n'ont pas grand intérêt aujourd'hui à attaquer le Nigeria, qui est d'ailleurs un de leurs alliés les plus fidèles dans la région. Donc, et comme Trump aime bien mêler politique et économie, le Nigeria, c'est quand même notre première puissance pétrolière. C'est quand même un pays d'une grande densité et d'une grande influence dans la sous-région. Qui plus est, là aussi, Donald Trump n'y est pas peu sensible. C'est un pays anglophone. Et donc, nous n'avons rien à craindre. Mais il y a, je dirais, il y a déjà des années que le Nigeria parle vous savez qu'il y a chaque année une liste de pays qui sont pointés du doigt pour la violation, la persécution, c'est le terme, des minorités religieuses. Le Nigeria en fait toujours partie et toujours aligné pour une raison simple, c'est que dans la zone dans le nord, dans la zone de Maïdougouri, dans la zone frontalière avec le Cameroun, se sont développés des djihadismes qui sont voués à affaiblir l'expérience
l'influence des chrétiens dans cette région-là. Et donc, quelque part, c'est juste de dire que, bon, voilà, Tinubu ne fait rien. Mais en réalité, il y a eu tellement d'atrocités passées par là que, bon, ça serait étonnant que Donald Trump prenne le premier prétexte venu pour aujourd'hui s'affirmer comme étant le libérateur des croyants, le protecteur des minorités religieuses. Oui, Clavis, le Nigeria peut-il faire face à ces doubles menaces? Déjà, il y a à l'interne, il y a la menace de Boko Haram et affronter encore presque la main des Américains. Est-ce que le Nigeria pourrait faire autrement que de changer la politique envers des chrétiens? Alors, moi, ce que Donald Trump fait, moi, je ne considère pas ça comme une menace, c'est plutôt une sorte de pression. Donald Trump veut mettre la pression aux dirigeants nigérians pour dire que les atrocités au nord ont trop duré. Depuis 2009, Boko Haram sème la terreur au nord du Nigeria. Et puis, ce sont les chrétiens qui paient le lourd prix. Donc, les menaces là, c'est une forme de communication pour leur dire, faites attention, maximisez pour arrêter ce phénomène parce que ça a trop duré. Bon, je ne sais pas si Donald Trump ira jusqu'à envoyer aussi des militaires au Nigeria pour attaquer, parce que, bon, c'est de l'ingérence. Le Nigeria est un pays indépendant, donc ils pourront forcément pas accepter qu'un autre État vienne dicter de l'ordre là-bas. Donc, je pense que ce que Donald Trump fait, c'est une façon pour mettre les dirigeants nigérians, notamment le président, sous pression, pour lui dire, attention, renforcer les mesures de sécurité pour arrêter le phénomène Boko Haram parce que ça a trop duré et les chrétiens payent le prix. Une communication doublement pour lui aussi parce que tout à l'heure, Mathieu Mabel a dit, parmi les électeurs de Donald Trump, il y a des chrétiens. Et lui-même aussi, Trump, c'est un chrétien. Donc, il fait ça aussi pour les chrétiens qui sont aux États-Unis pour voir la politique extérieure du pays, pour voir la politique extérieure du président, comment il exécute. Donc, c'est cela. Je ne pense pas que Donald Trump ira jusqu'à aller bombarder le Nigeria. Je ne pense pas. Et ce n'est pas une menace pour le Nigeria. Au contraire, c'est une bonne nouvelle pour finir avec ce phénomène. Et c'est la même chose qui se passe à l'est de la RDC. On voit que le phénomène avec le M23, ça dure. Et quand le phénomène dure, on a l'impression que les pouvoirs publics entretiennent ce phénomène. On a l'impression que vous êtes de mèche avec eux. Vous ne prenez pas des mesures dures pour arrêter ça. D'accord. Brunel, est-ce que les États-Unis pourraient aussi s'arrêter uniquement à l'étape des menaces ou ils pourront passer à l'action? Vous savez, moi, ça me donne envie de rire parce que depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il n'a que donné fait ce tapage médiatique. Il fait des annonces qui n'aboutissent parfois pas. Donc, du coup, pour moi, je crois que ce sont des menaces qui sont vides. Il y aura rien, puisque déjà, quand Donald Trump accuse les autorités nigérianes de faire ces atrocités, et du coup, au Nigeria, on n'apprécie pas ces critiques du président américain. Donc, du coup, Donald Trump, il est habitué à ça. Il est habitué au tapage médiatique, il est habitué aux annonces, il est habitué, on a vu avec la guerre en Ukraine et la Russie, il a fait des annonces que moi j'arrive, je finis la guerre en tant de jours, et bon, il n'y a eu rien. On a vu quand les pays de l'AEF, de l'Alliance du Sahel, j'allais dire, le Mali, le Niger, le Burkina, quand ils ont coupé les ponts avec les États-Unis, il y a eu des menaces contre le président burkinabé venant des États-Unis. Mais jusque-là, il n'y a rien. Donc, je pense que ces menaces des Américains données par Donald Trump ne sont qu'une manière pour lui d'alimenter les sujets d'actualité dans son pays. Mais est-ce qu'au Nigeria, quelque chose ne pouvait pas changer? Est-ce que le Niger ne prend pas en considération ces menaces? Parce que se disent, bon, Donald Trump, lui, il parle seulement, il ne va pas agir. Mais est-ce que c'est le cas des autorités? Ça doit changer si le Nigeria sait que moi, économiquement, je dépends des États-Unis. Militairement, je dépends des États-Unis. Donc aujourd'hui, par exemple, on a eu le cas avec des pays qui dépendaient qui dépendaient militairement des autres États. Mais non, si le Nigeria dit financièrement, je suis indépendant, militairement, je ne dépends de personne, ben, je vais avoir peur de qui? Donc, du coup,
je pense pas que ça peut changer quelque chose, sa menace de Donald Trump. Si je peux compléter Brunel, aucun État au monde ne vit seul. On est dans un monde du multilatéralisme. On est tous ensemble. On peut s'entraider. Maintenant, je comprends la réaction du président nigérian. C'est pour montrer son autorité aussi. C'est un État indépendant. Il ne peut pas accepter des injonctions venant d'un autre État. C'est pour son honneur aussi, sauver l'honneur. Mais, je réitère encore que ce que Donald Trump fait, les menaces là, c'est une pression qu'il met aux autorités nigériennes pour leur dire maximiser, renforcer la sécurité pour finir avec ce phénomène Boko Haram qui a trop duré depuis 2009 et les Boko Haram continuent de faire des victimes et pour la plupart c'est des chrétiens. Ce n'est pas bien, on doit arrêter ça. Oui, ben c'est ce qu'on dit. Il le dit. Oui. Mais il faut que sur le terrain, concrètement, on voit l'action des Américains. Déjà, le fait de dire. Mais il faudrait pas que Donald Trump, en annonçant cela, s'attaque aux autorités nigériennes. Il faudrait pas que lui, en disant cela, il critique un État. Si peut-être il peut dire, bon, moi, j'ai constaté qu'il y a trop de dégâts, Boko Haram fait des ravages, bon, je voudrais vous apporter mon apport. Je veux vous aider à exterminer ces gens-là. Oui, là, ça passe. Mais entre-temps, quand il menace tout un État, est-ce la première fois que un pays étranger sera frappé par les Américains? Ils l'ont déjà fait. Est-ce que s'ils décidaient vraiment de frapper, c'est parce que c'est le président nigérien s'y opposerait que les Américains ne pourraient pas le faire? C'est une puissance, c'est pas la première fois, c'est vrai, mais je dis que c'est une forme de communication. Ce que Trump fait, c'est une forme de communication. Ne prenez pas tout au premier degré. On ne prend pas tout au premier degré, c'est de la politique aussi. Donc Trump n'est pas assez fou pour aller directement bombarder un pays avec lequel ils ne sont pas en conflit. Ça, c'est une forme de pression. Quand on voit ce qui se passe avec le Venezuela, nous sommes déjà une 60aine de morts en mer. Et voilà, donc, vous savez, c'est la première puissance du monde. Et nous savons, nous les colonisés, nous savons que un colonisateur, une première puissance, peut transformer en raison même la chose qui apparaissait au départ comme étant un tort, une négation de la vérité ou de la réalité. Donc ici, le Venezuela est dans la mire de... Et Trump a dit clairement, toi, Maduro, dis-toi que tes années sont comptées. Il ira jusqu'au bout. C'est tout simplement parce que il y a eu une forme de menace d'insécurité au niveau des États-Unis, puisque on parle de la drogue qui transite vers le Venezuela pour arriver. Mais entre-temps, je pense que les États-Unis avaient attaqué l'Irak tout simplement parce qu'ils voulaient mettre fin au Saddam Hussein, ainsi de suite. Mais entre-temps, c'est parce que c'est quand eux ils sentent qu'il y a des menaces envers leur sécurité, les sécurités des États-Unis. Mais si c'est un problème d'intérêt, si Donald Trump se dit que quand il y a ces atrocités, ça menace les intérêts des États-Unis, je pense qu'il va mettre en exécution ces menaces. Mais si ils n'ont rien à tirer là-bas, je crois pas. Au Venezuela, c'est un autre cadre. Au Venezuela, c'est un autre concept. Le problème du Venezuela avec les États-Unis, c'est le pétrole vénézuélien. C'est le pétrole. C'est un pays qui est riche, qui est richement pétrolier. Et les États-Unis voudraient mettre la main sur leur pétrole. Et c'est ça tout le problème. Donc, le contexte n'est pas toujours le même avec le Nigeria. Donc, faudrait pas qu'on arrive ici, on commence à tout mélanger. D'accord? Donc, pour le Venezuela, le problème, c'est le pétrole. Il faut voir les enjeux. Oui, Clavis, le grand problème, c'est, comme a dit Albert, pour intervenir, on peut utiliser tous les prétextes, tous les prétextes pour... En Irak, on l'a vu, les armes de destruction massive que détenait Saddam Hussein, mais finalement, les enquêtes ont révélé que il n'y avait rien de cela. Honnêtement, oui. La situation nigérienne, je pense que c'est juste une forme de communication, c'est une forme de pression qu'on veut mettre aux dirigeants nigérians pour leur dire de finir avec Boko Haram. Et ça ne sera pas facile. D'accord. Ça va rester au niveau de la communication, comme Clavis vient de dire, et que la situation sera vraiment stable. Je vous invite à suivre ce deuxième reportage pour aller à notre deuxième sujet. Comme ça, c'est joli. Ça donne bien.
10 jours après la diffusion par notre média du reportage sur le foyer de pollution engendré par une montagne d'ordures au marché de la Liberté de Fontchétié sur l'avenue de la Caravane, les engins en provenance de Brazzaville, de l'unité de protection de l'environnement, de la Direction générale des finances et de l'équipement ont été déployés pour anéantir cette masse de déchets. Immense satisfaction des commerçants sur fond d'interpellation. Quand vous faites ça, c'est bien, mais il faut dire aussi aux populations qu'ils soient aussi honnêtes. Quand vous enlevez, il ne faut pas qu'ils puissent encore ajouter. C'est la propreté. Parce que s'il n'y a pas la propreté, on ne peut pas bien vivre. Il y a des gens qui fonctionnent ici, il y a les business ici, là où il y a la vie, là où les gens vivent, il faut que les gens respirent tranquillement. Comme ils ont enlevé les poubelles, on est d'accord de voir comme ça. Il faut qu'on continue comme ça, de voir comme ça. Cette opération d'envergure d'assainissement applaudie par l'ensemble de la population ponténégrine est un acte de soutien des dirigeants de la DGFE aux initiatives de salubrité entreprises par les autorités municipales. Pour réussir cette mission, le colonel Innocent Péa nous a instruits, il nous a mis les moyens et avec l'encouragement pour pouvoir vraiment réussir cette mission. Ça nous fait plaisir de vivre dans un environnement sain. Donc nous remercions Monsieur le ministre et du tutelle de la DGFE, nous remercions aussi le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Nous remercions aussi le colonel Innocent Péa qui a toujours pensé à l'environnement. Selon les informations recueillies hors micro, 8 engins au total sont arrivés dans la ville économique congolaise pour accomplir les travaux similaires dans tous les arrondissements. Bien, après Brazzaville, où les unités de la Direction générale des finances et de l'équipement de la police nationale ont contribué à assainir quelques artères de la ville, voilà maintenant que ces unités ont pris d'assaut la ville de Pointe-Noire. Brunel, est-ce l'action de la DGFE, c'est pour montrer qu'on peut faire quelque chose au niveau des ordures et que les autorités compétentes ne peuvent rien. Oui, moi je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord partir d'un fait, de dire que c'est d'abord la volonté. Parce que c'est pas tous ceux qui sont arrivés à la tête de cette direction de la police qui ont eu cet élan patriotique de pouvoir assainir les villes au moment où on a vu que Averda a plié bagage, Aïbaïrek arrive, il n'y a rien. Et puis, les policiers ont pris les choses en main. Et je peux dire que l'action faite, elle est vraiment salvatrice. Parce que aujourd'hui, vous voyez dans le reportage, ce tas d'ordures, je crois que ça fait pratiquement plus d'une décennie qu'elle est là. Et pourtant, on a eu des sociétés d'assainissement qui étaient là, mais rien. Donc, je crois que on peut dire que les autorités municipales, si on peut dire qu'ils ont failli, bon, là, ça allait en profondeur des choses parce que ils ont en quelque sorte un peu les mains liées quelque part. Oui, ils sont quelque part. Moi, je vais vous dire une confidence. J'étais quelque part dans le bureau d'un cadre de la mairie. Il me dit, mais petit, vous voyez ce que nous, on subit ici. Les gens pensent que c'est la mairie. Les gens pensent que on ne fait rien. Mais l'argent va où? L'argent va au trésor. Mais quand on ne nous redonne pas cet argent, et du coup, ça met en mal ce que nous sommes en train de faire. Et du coup, quand on voit la DGFE prendre les choses en main, il faut dire que c'est d'abord de la volonté de celui qui est là. Sinon, il y a eu d'autres qui étaient là, mais ils n'ont pas eu cette volonté. Et pour cela, je peux dire un coup de chapeau au colonel-major Innocent Péa et qu'il continue à faire qu'il continue de faire comme il le fait. Et j'avais aussi l'idée de dire pourquoi pas aujourd'hui pour nos deux grandes villes qui sont souvent sujets d'état d'immondice, de ci et là. Pourquoi pas laisser cette unité de la police gérer l'assainissement dans des grandes villes. On a vu, ils ont des engins, ils ont tout. À un moment, on se pose la question, mais donc les gars, ils ont tout ça là. Et parfois, donc, si on pouvait peut-être penser de la manière où on laisse Brazzaville, Pointe-Noire, dans les mains de la police, je pense que
ça pourra peut-être marcher. Albert, l'intervention des policiers pour assainir la ville, est-ce une façon de montrer que les civils à qui on a donné la responsabilité de gérer la ville n'ont pas pu? Dans tous les cas, dans son intervention, vous savez, à l'école de la Liberté, le président de la République avait dit que lui-même s'était rendu compte que les corps auxquels il avait confié la mission d'assainir cette fois sur le plan de la criminalité patinaient un peu. Et donc, voilà, il a changé le fusil d'épaule. Alors, et puis nous avons dit aussi au cours d'une émission ici que le problème, ça n'est pas tant qui a fait quoi, qui doit faire quoi, mais de le faire. C'est-à-dire que pour les populations, qu'elles soient de Pointe-Noire ou de Brazzaville, une fois qu'un tas d'immondices est parti, on va pas pleurer après pour chercher à savoir qui est venu le faire, qui a fait, qui n'a pas fait. Ce qui est fait doit être fait et rester comme ça dans le principe de maintenir la salubrité pour les populations. Donc, tant mieux si la police peut le faire, mais encore une fois, il ne s'agit pas de le faire et puis de se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer, il faut voir un peu quelle est la transformation que cela nous amène de manière durable. Donc, voilà. Clavis, l'action de la DGFE qui vient mettre à nu finalement la compétence des autorités placées. C'est-à-dire l'incompétence. D'abord, j'apprécie beaucoup ce que fait la DGFE. Je vois les activités qu'ils font à Brazzaville ici, en dehors de l'opération de salubrité. La DGFE embellit les avenues, la DGFE fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça renvoie comme message, ces activités-là? Ça prouve que il y a trop de tâtonnements en ce qui concerne l'assainissement au Congo-Brazzaville. Au niveau de qui? Tâtonnement, j'arrive. Le tâtonnement, le ministère de l'assainissement existe, les municipalités existent, les collectivités locales, tout ça, ça existe. Donc, c'est un travail qui est normalement du ressort, soit de la municipalité, ou même de la nouvelle société, la Al-Bayrak. Mais comme ils n'ont pas pu faire leur travail, la DGFE vient comme un appui, donc, c'est une aide, en fait, que la DGFE fait, parce que c'est une activité que la DGFE ne pourra jamais faire au quotidien. Or, au quotidien, on a une société qui a signé un contrat avec le gouvernement pour l'entretien des grandes agglomérations Brazzaville et Pointe-Noire. Et la société s'appelle Al-Bayrak qui a remplacé Aberda. Qu'est-ce que j'ai constaté? Le jeudi passé, je suis passé par Al-Bayrak, justement à Brazzaville ici. Vers 16h, j'ai vu qu'il y avait 9 véhicules d'entretien, 9 véhicules seulement. Ça veut dire que si on peut faire le calcul simple, donc un véhicule par arrondissement. Ce qui est insuffisant. Al-Bayrak a commencé ses activités à Brazzaville ici avec le moyen de bord, c'est-à-dire avec presque rien du tout. Les brouettes et les petits balais, les gens ont à la main, même les ouvriers, les propres travailleurs n'ont pas d'uniforme. À peine commencé, ils ont déjà des problèmes de salaire. Je me suis renseigné. À peine commencé, ils ont déjà des problèmes de salaire. Donc ça pose un réel problème de sérieux de ce qu'on fait. C'est bien que la DGFE vienne comme un pompier pour enlever les tas d'immondices, c'est vrai, ça a dérangé les populations, mais l'entretien, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Au quotidien. Je ne suis pas sûr que les agents de la police seront là au quotidien pour nettoyer les villes. C'est du ressort des municipalités, c'est du ressort du ministère de l'Entretien routier qui a confié cette partie-là à Al-Bayrak. Donc, on doit être exigeant à Al-Bayrak qui doit bien faire son travail parce que depuis que la société a commencé, on ne sent presque rien. On ne sent pas de changement. Lors de la première conférence sur l'assainissement, il y a eu 17 recommandations et le ministre disait quoi? Le ministre juste disait, Moumele, que je vous donne 3 mois, vous verrez le changement. Dieu merci. Après 3 mois, on a vu le changement justement. Il y a eu beaucoup d'immondices sur les grandes artères. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Donc, on n'a pas changé en bien mais en mal. Vous voyez? Donc, ça pose un problème de sérieux dans ce qu'on fait. Comment on peut comprendre qu'une entreprise qui signe un contrat avec un gouvernement, qui commence à exercer sans matériel, sans équipement, pour dire que non, on va acquérir au fur et à mesure. Moi, j'ai bien compris leur logique. C'est les gens qui n'ont pas voulu investir, qui ont attendu à avoir des bénéfices pour pouvoir acheter du matériel avec leurs bénéfices. Parce que c'est ce que je vois là, c'est ce que je vois. Ils ont commencé avec le même local qu'Averda. Là, on commence à voir comment ça mettre un peu de peinture. Les mêmes véhicules, on les répare. Ils n'ont pas encore les acquisitions. Clavis, nous étions sur
l'action de la DGFE? Est-ce pour mettre à nu, comme on a dit, Vous avez la réponse de ce que je dis. Vous avez la réponse de ce que je dis. On a confié l'opération de lutte contre le banditisme à la DGSP. Pourquoi? Parce que la police semblait être incapable de finir avec ce problème-là. Raison pour laquelle on a confié à une unité qui était plus forte que la police. Donc tout mon argumentaire veut tout simplement dire que Al-Bayrak ne fait pas bien son travail. Les municipalités aussi, apparemment, sont plus financées pour assainir les villes. On a confié ça à la DGFE qui semble avoir les moyens pour le faire. Et ça ne peut pas, d'abord les moyens. Pas la volonté, d'abord les moyens. Parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Les municipalités se plaignent parce qu'il n'y a pas, on donne plus d'argent aux maires des arrondissements et aux maires de la ville pour les questions d'assainissement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a chevauchement, il y a un peu comme conflit entre institutions. Qui doit faire quoi? Mais moi, je suis pas d'accord avec Albert que oui, pour la population, c'est bien, on voit juste que c'est propre, on ne se pose pas la question qui doit faire quoi. Mais on est dans un état. Chacun doit être sous son carreau. Voilà. C'est pas pour rien qu'on ait des ministères, c'est pas pour rien qu'on ait des administrations. Donc, chacun doit faire son travail. On a Al-Bayrak, on a le ministère de l'assainissement, on a les municipalités, ils doivent faire leur travail. La DGFE ne pourra pas être là au quotidien pour faire ce travail d'assainissement des villes. Oui, moi je pense que quand Albert dit que la population, au fait, c'est elle qui devait se réjouir, parce que quand on attendait l'entrée en action de Al-Bayrak, la ville coulait sous les ordures. Maintenant, que la police, Al-Bayrak, les municipalités, la mairie, les localités puissent enlever les ordures, mais c'est la population qui devrait s'en réjouir. Oui. Je crois que, comme Clarisse dit, la DGFE ne va pas rester là à faire ça au quotidien. Il y a une unité qui a été créée. Vous avez vu même l'unité en question est équipée. Ouais. Donc, je crois que dans les textes qui réglementent peut-être cette direction, il y a une partie qui leur donne aussi le pouvoir d'assainir la ville quand les sociétés qui devaient normalement le faire sont en faillite. Donc, du coup, quand il vient, la DGFE, j'allais dire, elle vient faire ce travail, c'est parce que il y a une unité qui a été créée, une unité chargée de l'assainissement et l'environnement qui gère ces choses-là. Donc, du coup, c'est une unité qui est bien équipée. Ils ont des engins, ils ont des véhicules qui ramassent les ordures, ils ont tout ça là. Parce que si c'était un travail qui devait peut-être s'arrêter, on n'allait pas leur doter ces équipements. Donc, je crois que c'est des gens qui sont là pour faire un travail qui va durer dans le temps, mais pas pour remplacer la société d'assainissement qui existe. Mais ils viendront, on a pris comme... voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je voudrais ajouter. Oui. Non, mais dans tous les cas, bon, c'est bien, nous pouvons vivre d'incantations et de le meilleur, le plus juste, le plus droit aurait été que. Mais nous sommes dans une situation d'urgence. Voilà une une vingtaine d'années au moins que nous nous trouvons en but au problème des immondices dans les villes. Oui. Et alors, si aujourd'hui nous sortons de notre parcelle et nous trouvons que devant chez nous, l'immondice qui était là a disparu, sincèrement, moi, mon souci premier ne sera pas de dire qui a fait ça. L'essentiel est qu'on ait fait. Ensuite, nous suivrons tout ce qui doit venir. Si ça doit être, comme dit Kiba, bon, que chacun fasse son travail, ben chacun fera son travail. Le mien est de bénéficier de ça et de payer les impôts qui vont avec, parce que ça se fait. Ah oui. Et voilà, on me traîne, je peux pas manger dehors parce qu'il y a plein de mouches. Plein de mouches, je peux des pas. Odeurs, des asticots. Bon, voilà, donc voilà. Ok, merci. Nous pensons que ce sont les populations qui se réjouissent du fait que les ordures soient enlevées, bien, mais les autorités compétentes sauront prendre les dispositions qu'il faut pour assainir le cadre de vie. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.